Après souper, la bête, à son ordinaire, vint lui demander ce qu'elle avait fait dans la journée. La belle lui rendit un compte exact de tous ses amusements, en lui disant qu'elle avait été à la comédie. « Est-ce que vous l'aimez » lui dit le lourd animal. « Souhaitez tout ce qu'il vous plaira, vous l'aurez. Vous êtes bien jolie. » La belle sourit intérieurement de cette façon grossière de lui faire des honnêtetés. Mais ce qui ne la fit point rire, ce fut la question ordinaire, et le « Voulez-vous que je couche avec vous » fit cesser sa bonne humeur. Elle fut quitte pour répondre non. Cependant, sa docilité dans cette dernière entrevue ne la rassura point. La belle en fut alarmée. « Qu'est-ce que tout ceci deviendra ?» disait-elle en elle-même. « La demande qu'il me fait à chaque fois, si je veux coucher avec lui, me prouve qu'il persiste toujours en son amour. Ses bienfaits me le confirment. Mais quoiqu'il ne s'obstine pas dans ses demandes et qu'il ne témoigne aucun ressentiment de mes refus, qui me répondra qu'il ne s'impatientera pas et que ma mort n'en sera point le prix ? Gabriel de Villeneuve, qui est venu à la littérature sur le tard, va écrire dans un recueil de contes destiné aux jeunes filles la version de La Belle et la Bête qui servira de base à Christophe Gans pour son adaptation de 2014. C'est de cette version que Madame le Prince de Beaumont tire celle, beaucoup plus célèbre, et la plupart du temps servant de base aux ouvrages publiés aujourd'hui, qui était à l'origine de toutes les versions précédentes, inclus celle de Cocteau. Dans le conte de Madame de Villeneuve, la transformation finale de la bête en prince est placée au milieu de la narration, n'est pas l'aboutissement du récit. Et le récit se poursuit ensuite dans une longue histoire dans l'histoire, racontée par une fée, et qui explique l'origine de la malédiction de la bête, et aussi les origines familiales de la belle. Donc cette idée de fournir une explication à l'origine de la malédiction qui a transformé le prince en bête est dans le conte de Madame de Villeneuve, sous une forme très différente de celle qu'avait lui donnée Christophe Gans et sa scénariste Sandra Vaughan. Le conte de Gabriel de Villeneuve est beaucoup plus ambitieux d'un point de vue littéraire que celui de Madame le Prince de Beaumont, qui utilise une forme très proche de celle qu'on retrouve chez Grimm ou chez Andersen, de phrases qui vont à l'essentiel, de dialogues qui ne disent rien d'autre que ce que les personnages veulent se signifier. Chez Gabriel de Villeneuve, il y a des... On ne va pas faire d'anachronisme, mais il y a presque des notations psychologiques. En tout cas, il y a des phrases qui décrivent les sentiments de jalousie et leur origine des sœurs de Belle vis-à-vis de Belle, qui font évidemment penser à tout ce que ce XVIIIe siècle a produit de textes tentant de classifier, d'expliquer, d'organiser le comportement humain, l'observation des caractères des gens, et il y a quelque chose de ça dans le texte de Gabriel de Villeneuve. Il y a aussi une narration assez complexe, puisque dans la grande tradition du conte de l'époque, il y a un récit cadre, c'est-à-dire un récit à l'intérieur duquel le conte est raconté. Là, ce sont des passagers d'un bateau qui revient vers la France, et les passagers s'ennuyant, tour à tour, ils se racontent des histoires. Donc c'est une des passagères qui va raconter l'histoire de La Belle et la Bête. Mais à l'intérieur de ce récit cadre, il y a une histoire dans l'histoire qui est racontée par une fée aux autres personnages, et qui explique non pas comme on pourrait l'imaginer les origines de la bête, mais celles de Belle, puisqu'il s'avère que Belle n'est pas véritablement la fille du marchand, elle a été adoptée très jeune par le marchand, et elle est en fait elle-même fille de fée. C'est l'enfant d'un amour entre une fée et un homme. Les relations entre les fées, les mariages entre les fées et les humains sont interdits, et Belle, du fait de son ascendance sacrilège, est donc l'objet d'une malédiction symétrique à celle de la bête, qui est par ailleurs sa cousine. C'est très compliqué. L'ignorance dans laquelle Belle est maintenue quant à ses origines sert en fait le projet pédagogique de Gabriel de Villeneuve. Ce qui est très intéressant dans le conte, c'est que Belle n'est qu'une fille de marchand.
Et même lorsqu'elle redonne au prince, en acceptant de l'épouser, son apparence humaine, les parents du prince refusent que les deux amoureuses se marient. Ce qui est très intéressant, c'est que dès 1740, on a en fait une représentation des rapports conflictuels entre l'aristocratie et la bourgeoisie, puisque Belle est de petite naissance, et comme le prince est fils de roi et reine d'une île magique, il n'est pas question, quelles que soient les vertus de Belle, de pouvoir épouser le prince. Et c'est par le récit que la fée fait des origines de Belle, révélant donc que Belle est de naissance égale à celle du prince, que le mariage de Belle et du prince devient possible. Ce prince, quant à lui, doit sa malédiction également à une intrigue tournant autour d'un mariage. Il refuse d'épouser une vieille sorcière qui a été sa marraine, et le prince refuse ce mariage du fait de la laideur de la sorcière. La symétrie de destin entre des couples dans l'histoire et la présence d'une explication quant aux origines de la malédiction de la bête sont des aspects que Christophe Gans va conserver dans son adaptation, traités sous un jour très différent. Mais je crois que Gans a vraiment essayé d'aller vers le conte de Gabriel de Villeneuve, la volonté avec sa scénariste de le moderniser, d'en tirer quelque chose qui touche le public d'aujourd'hui, mais en ayant un vrai respect pour le texte d'origine et une vraie curiosité pour sa narration et sa façon d'imbriquer les histoires des personnages les unes dans les autres. Plus que jamais, avec La Belle et la Bête, le projet est donc de faire un film intégralement dessiné, un film intégralement contrôlé, où chaque trait à l'intérieur du cadre est le produit du geste conscient d'un metteur en scène. Tous les films de Christophe Gans montrent des dessins, parfois en train de se dessiner ou de se peindre sous nos yeux. Dès Crying Freeman, où on voit Imu Ohara, cette jeune femme amoureuse de l'assassin Yo, peindre un paysage en plein air, sur les hauteurs. Un peu plus tard, elle va doubler son récit par une calligraphie qu'elle exécute. En fait, on est dans ses pensées pendant qu'elle raconte sa vie. Calligraphie japonaise dans Crying Freeman. Donc, écriture à mi-chemin du dessin. Geste calligraphique qu'on retrouve dans Le Pacte des loups, puisque de la même manière, le film commence par le récit en voix off de ses souvenirs du marquis Thomas d'Apcher, également en train de rédiger ce qui a été le grand moment aventureux de sa vie et qui est celui qu'il veut coucher sur le papier avant de mourir. Les révolutionnaires sont à ses portes. Et là encore, il couche ce récit avec une écriture qui est aussi, d'une certaine manière, un dessin. Dans Silent Hill, ce sont les dessins de la petite fille que l'on nous montre, et qui sont le souvenir onirique qu'elle rapporte de ce monde infernal qui la visite et qu'elle visite. Dans La Belle et la Bête, le projet est très conscient, puisque, encore une fois, on commence par une calligraphie et des dessins, et dans lesquels la caméra va plonger, et on verra la transformation des dessins en images de cinéma par une transition visible à l'écran, très belle. Les dessins du livre de contes qu'on voit dans La Belle et la Bête sont l'œuvre de Thierry Ségur, lui aussi un compagnon de longue route de Christophe Gans. C'est son storyboarder, Thierry Ségur, et auteur de bande dessinée. C'est un dessinateur que j'ai lu dès le départ, en fait. Il était illustrateur d'une bande dessinée comique récurrente dans Casus Belli, dans Revue de jeu de rôle de la fin des années 80. C'est comme ça que j'ai commencé à voir son travail. Et il a ensuite œuvré dans des bandes dessinées très marquantes dans le paysage de la BD française, dans ce domaine particulier très prospère en bande dessinée de l'heroic fantasy. Il a signé les 3 volumes des légendes des contrées oubliées, qui sont vraiment uniques, originales. Et un peu plus tard, un album aujourd'hui tristement méconnu, Le Roi des Méduses,
qui est une version aquatique et orientalisante de La Belle et la Bête, puisqu'une jeune femme y est amoureuse d'une bête, mais sous-marine, qui a quelque chose à mi-chemin entre l'homme et la méduse monstrueuse. Comment ne pas être touché, comment ne pas aimer un cinéaste qui a une telle foi dans l'image, une telle dévotion à sa fabrication, et une idée aussi haute du rôle du metteur en scène, qui est finalement le grand créateur du film avant tout le reste. Je crois que ce qui est certainement extrêmement touchant dans le cinéma de Christophe Gans, et qui le rend peut-être aussi inaccessible ou incompréhensible pour certains spectateurs, c'est cette sensibilité qui lui fait préférer parfois, pour exprimer l'émotion, un mouvement de caméra plutôt que l'image d'un acteur qui pleure ou qui extériorise son émotion. Je crois qu'il y a quand même quelque chose d'extrêmement pudique dans ce cinéma qui moi, me touche, et qui en fait un authentique héritier du travail d'autres cinéastes. Des gens comme Michael Powell, par exemple, ou Mankiewicz, sont certainement des ascendants directs dans l'arbre généalogique fantasmé de Christophe Gans. Je crois qu'il avait depuis très longtemps en lui le souhait d'adapter un conte de fées, de se confronter à l'illustration d'un univers féerique. On se souvient que Gans a été journaliste, hein, qui a été certainement la colonne vertébrale de Starfix. Voilà ce qu'il écrivait à propos d'un film de Ridley Scott. Le défi artistique que s'est lancé Ridley Scott avec Legend rejoint au fond le domaine du dessin animé, de ce 8e art dont les univers jusqu'au moindre détail sont tributaires d'un crayon et des doigts qui le tiennent. Il n'y a dans le dessin animé que ce que l'animateur veut y mettre. Il en va de même pour Legend, qui est, enfin, le premier film de Ridley Scott entièrement réalisé en studio. Ce que Gans dit du projet de Ridley Scott en 1985, c'est exactement ce qui est devenu son projet à lui en 2014. Il le dit lui-même, ses films sont devenus des hybrides de cinéma et de dessin animé. Et La Belle et la Bête est en quelque sorte l'aboutissement d'un long compagnonnage qu'il commence dès son premier film entre l'art du cinéma et celui de l'image dessinée. Pourquoi une tache de couleur placée sciemment à un endroit dans le cadre générerait moins d'émotion que cette même tache de couleur saisie par hasard, ou comme par hasard par le chef opérateur dans un décor construit en dur. C'est vraiment un procès bizarre qu'on fait parfois à certains films, de leur reprocher d'être ce que le réalisateur veut qu'il soit. C'est comme s'il fallait qu'un réalisateur réussisse par hasard. Je parle de taches de couleur parce que je pense à une courte scène qui est celle du retour de Belle auprès de ses sœurs. Lorsque Belle entre dans la chambre, si on a l'œil attentif, on verra qu'elle porte une robe rouge, mais qu'elle est aussi éclairée en rouge par en dessous, sur le côté. Donc cette petite lumière rouge donnant l'impression que la robe phosphore un petit peu de cette couleur. C'est la façon dont Gans choisit de suggérer l'idée que ses sœurs la prennent en fait pour un fantôme à ce moment-là, puisqu'elles sont persuadées qu'elle est morte, assassinée par la bête dans son château. Dans le même ordre d'idées, lors des 2 scènes de valse, il y a un onirisme qui est créé par des effets de symétrie. Alors ça, c'est quelque chose qu'on a souvent vu en peinture pour créer une image irréelle, une image évidemment non naturelle, donc éventuellement onirique. On la construit symétriquement, on y place des éléments symétriques, puisque la nature ignore la symétrie. Et donc, dans les 2 scènes de valse, il y a ce plan pris à la verticale du sol qui nous révèle les dessins symétriques qui ornent la salle de bal, mais il y a aussi plus finement
dans le fond de la salle des figurants qui sont disposés, des spectateurs. Et si on observe bien, ces spectateurs sont costumés de façon symétrique. C'est-à-dire qu'il y a des taches de couleurs qui reviennent disposées de la même façon dans chaque groupe. Voilà, moi je vous avoue, je peux regarder ce genre de détails pendant des heures et en revoyant 3 ou 4 ou 5 fois un film comme celui-là. L'émotion qui tend le film de bout en bout est vraiment véhiculée uniquement par les images, les décors, ce qui s'y passe. Je parlais tout à l'heure des récurrences entre les films de Gans, notamment dans son rapport à l'image dessinée et comment elle apparaît à l'écran. Il y a aussi une chose qui traverse tous ces films, c'est l'existence de mondes séparés que des personnages, souvent les personnages principaux, vont devoir relier. Le vrai pouvoir des héros des films de Christophe Gans, c'est de passer de mondes à d'autres mondes, et c'est de passer par des chemins que personne d'autre qu'eux ne peuvent trouver. Est-ce qu'il y a là quelque chose qui vient de la cinéphilie de Christophe Gans qu'on connaît bien, et qui a cette particularité et cette beauté d'être total, c'est-à-dire de ne rejeter aucune culture, aucun genre, aucune époque, d'aimer tout le cinéma. Donc est-ce qu'il y a quelque chose de l'autoportrait dans ces personnages qui sont les seuls à pouvoir passer, comme lui, d'un film de kung-fu de Liu Chialang à un film en noir et blanc de Fritz Lang, en passant par le cinéma français tant décrié de l'entre-deux-guerres. Je ne sais pas, mais c'est en tout cas la marque d'un auteur, ça on ne peut pas le nier. Et on se souvient bien entendu que dans Crank Freeman, il s'agissait pour une jeune fille très peu en contact avec le vrai monde, peut-être là aussi l'image du réalisateur, d'aller à la rencontre d'un univers totalement étranger pour elle, celui des triades ou de la mafia japonaise, et de ramener de ce monde son amoureux. C'est déjà l'histoire de La Belle et la Bête, l'histoire de Crank Freeman finalement. Dans Le Pacte des loups, c'était bien sûr le voyage que Fronsac va effectuer dans l'âme de Manny après que celui-ci soit mort. Voyage qui est doublé dans le film par le passage de l'extérieur à l'intérieur, c'est-à-dire de l'extérieur du château à ces souterrains où Manny a trouvé la mort et où se terrent les forces bestiales qu'il va faire sienne pour accomplir sa vengeance. Dans Silent Hill, c'est très littéral puisqu'il y a un monde des morts qui n'est accessible qu'à cette petite fille et dont la maman va trouver le chemin et s'y perdre. Et donc dans La Belle et la Bête, c'est ce voyage que la Belle va entreprendre à la découverte puis à la conquête de sa propre féminité, qui passe par le domptage de la bestialité d'un homme qui deviendra son mari. J'avoue que la beauté de l'épilogue qui donne tout son sens à l'ouverture du film, où on voit Belle conter l'histoire à ses enfants, m'avait un petit peu échappé, mais pourtant évidente. C'est-à-dire qu'on peut s'imaginer à la fin que l'histoire que Belle a inventée, elle ne l'a inventée que pour illustrer d'une manière imagée et enchanteresse à ses enfants sa rencontre avec leur père. C'est aussi un film qui enchante ce récit qu'on a tous voulu entendre, comment papa et maman se sont rencontrés et comment nous on est venus là, quoi, les enfants. Très jolie petite note à la fin du film qui m'a beaucoup évoqué un film qui n'est jamais cité par Gans, qui est Édouard aux mains d'argent, qui a la même ouverture, la même conclusion. C'est aussi, alors cette fois c'est une grand-mère qui raconte à sa petite fille le récit de sa grande histoire d'amour, donc avec Édouard dans le film de Tim Burton, pour expliquer pourquoi la neige tombe à la fin du film.
Sachant que dans le film de Burton, cette neige qui tombe est quand même une image assez littérale, qui a d'ailleurs dû plaire à Gans de la rencontre amoureuse, physique entre le héros et l'héroïne. Il y a plusieurs plans de La Belle et la Bête qui m'ont rappelé de Romain d'Argent. Les Tadoms sont en fait les chiens de chasse du prince qui ont été maudits en même temps que lui. En fait, toute la cour du prince a été maudite de différentes manières. Le prince lui-même doit sa malédiction à un acte barbare qu'il commet, à la fois à l'encontre des forces de la nature, de l'innocence d'un animal, de sa propre femme. Le moment où le prince commet cet acte, l'occasion d'un des sommets du film, qui est la traque par le prince d'une biche dans les jardins de son château, et certainement aussi un des sommets où s'exprime la sensibilité pratiquement symboliste de Gans, dont je parlais de la pudeur tout à l'heure, et qui va préférer trouver un chemin aussi détourné et aussi délicat pour montrer une chose aussi vile que celle que commet le prince. On a beaucoup dit que c'était une scène de culpabilité écologique dans le film qui était un peu bébête. Je sais pas, c'est peut-être voir un petit peu court. Il n'est pas interdit de voir dans la scène où le prince tue cette biche qui en fait est sa femme, peut-être simplement une scène de viol finalement. C'est aussi ça le personnage du prince, c'est ce prince qui a une sexualité qui se manifeste dans le film par cette image de son goût, de sa soif inextinguible pour la chasse à laquelle il ne peut pas mettre de frein alors que sa femme le lui demande, qui est cette idée de placer un acte absolument barbare dans un lieu représentant l'absolue civilisation, qui est ce château à la française, à l'organisation parfaitement symétrique, haut et taillé au cordeau. Voilà, tout ça est extrêmement riche, très fort, et peut-être pas aussi facile à décoder que ça en a l'air. C'est vraiment de film en film, je trouve que Gans a réussi à, ce qui était sans doute son ambition dès le départ, mais à fabriquer des images profondes, mais au sens d'images qu'on peut explorer longtemps et en venant y chercher des sens et des émotions toujours différents, des films, des images qu'on peut déplier longtemps, très longtemps. La symétrie de destin entre les couples de personnages qui est présente entre le couple formé par la Belle et le Prince dans le récit de Gabriel de Villeneuve est transposée à l'écran par une symétrie de destin entre des personnages secondaires, Père Ducasse et Astrid, et le couple principal du prince et de la Belle. Père Ducasse et Astrid fonctionnent exactement sur le même mode relationnel, c'est-à-dire qu'Astrid pourrait sauver Père Ducasse de son... Alors non pas de son goût pour la chasse, mais de son goût pour le lucre, de sa soif sans fin pour les richesses, ce qu'elle ne parviendra pas à faire et il lui en coûtera la vie. Donc c'est un parcours inversé par rapport à celui de la Belle et du Prince, qui est aussi là pour nous montrer qu'au-delà de l'idéal que le conte présente, d'un amour tellement sincère qu'il triomphe totalement des défauts et des pires travers de l'être aimé, que ce destin d'Astrid et des Pères Ducasse est la petite nuance à cet idéalisme du conte, qui montre à quel point il ne tient pas grand-chose aussi que les histoires d'amour finissent mal en général. Bon bah si je t'embrasse, tu te transformes en belle princesse, c'est ça hein?